Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver. Bonjour Colline, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va comme d'habitude prendre quelques instants au démarrage pour laisser le temps à tout le monde de se connecter, de nous rejoindre. Vous sortez de vos réunions, vous sortez de vos peut-être en tout cas de différents productions que vous êtes en train de réaliser. Aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble, tous les trois, et donc avec vous, sur le sujet de la transformation des équipes learning. Voilà, super, je vous vois dans le chat. N'hésitez pas, vous l'êtes déjà approprié, donc c'est parfait. Donc, transformation des équipes learning, des équipes formation, voilà, et donc avec un enjeu principal qui est d'aligner la formation sur les enjeux business. On va voir ce que ça veut dire. Vous avez certainement déjà votre interprétation, toutes et tous, mais en tout cas, on va avoir donc 1 heure pour en discuter. Avec Sylvain et Colline que je vais vous laisser présenter. Allez, Sylvain, peut-être pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sylvain Baccarès, donc je suis un spécialiste de la formation. J'accompagne des entreprises, des organisations depuis un peu plus de 30 ans en fait, autour de l'amélioration des dispositifs de formation en utilisant des outils digitaux notamment, mais pas seulement. Donc je suis un vieux routier, on va dire, de la formation. Ouais, vieux routier qui a aussi, tu as formé énormément de populations justement learning et populations de chargés de formation, des responsables de formation, des directeurs de formation. Et donc, tu as aussi une vraie connaissance des enjeux de ces populations-là. C'est le privilège de l'âge, ouais. Et bien, écoute, merci Sylvain d'être avec nous. Colline, je te laisse te présenter. Merci, donc enchantée, Colline Bacon. Donc moi, je suis Learning and Development Manager. Mon rôle au sein de l'organisation, c'est de définir le modèle opérationnel de la formation au sein de l'entreprise et d'accompagner nos équipes de L&D dans leur mission et donc de transformer aujourd'hui notre fonction. Super. Et effectivement, Colline est de chez, on a oublié de le mettre sur la slide, de chez Dassault Systèmes. Avec une joyeuse équipe. Tu gères combien de personnes aujourd'hui, Colline, dans ton équipe ? Alors, nous, on est une cinquantaine dans le monde entier. Donc, l'équipe est vraiment répartie sur tous les continents. Et donc, on est 2 L&D managers pour un peu moins de 30 L&D. Et donc, moi, j'ai des équipes en France et aussi en Asie, en Inde. Voilà, ça fait un petit peu moins de 20 personnes. Super. Eh bien, écoute, formidable. Je vois qu'on a quelques fans de Sylvain. Maintenant, moi, je suis rigolant, mais voilà, quelques personnes qui se reconnaissent comme ayant été formées par Sylvain dans les commentaires. Donc, bienvenue à vous. Et donc, moi, je suis Simon Châtelain, je suis directeur du pôle humain et RSE chez MyConnecting. Et on a co-construit une offre justement avec Sylvain à destination des populations L&D. On prendra un petit peu de temps pour vous la présenter tout à l'heure. Mais voilà, avec ces enjeux croissants, bien sûr, l'IA est venue accélérer, mais un besoin qui était finalement déjà présent de transformation. On vous partagera tout ça. Et moi, j'ai plusieurs casquettes, notamment une casquette de formateur chez MyConnecting et de concepteur pédagogique. Notre sommaire du jour, donc, on va revenir sur les enjeux de la fonction aujourd'hui. Quels sont les enjeux ? Pourquoi donc se transformer ? Quels sont les points de douleur précis que vous allez, j'espère, vous reconnaître là-dedans, ou peut-être pas, c'est-à-dire que vous êtes déjà un stade en avance et tant mieux. Comprendre pourquoi ces difficultés actuellement au sein des équipes learning. Et bien entendu, ça va être de très vite aller sur comment se transformer et qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle aujourd'hui pour transformer sa fonction. On sait qu'il y a des choses qui parfois peuvent être bloquantes au niveau de l'organisation et que ce sujet de la transformation, il n'est pas que dans nos mains, il est aussi dans les mains de nos interlocuteurs et dans comment on est perçu, et d'ailleurs, ça va être une question sur laquelle on va démarrer, mais aussi quelle place est donnée aujourd'hui à la fonction learning au sein des entreprises. Pour autant, on croit chez MyConnecting au pouvoir de l'influence pour faire bouger les choses. Et bien sûr, temps de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau également.
On voulait justement démarrer par cette première question, donc votre service L&D, donc votre service Learning and Development, service formation, transformation, comment s'appelle-t-il aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, est-il perçu comme un centre de coût, un centre de service ou un levier de performance? Et on a bien dit perçu comme au sein de l'organisation. Et alors, on va vous lancer le sondage qui va s'apparaître normalement. Voilà. Il n'y a qu'une seule réponse, donc il faut alors, soit vous êtes plutôt sur perçu au sein de l'entreprise comme un budget à optimiser avec des dépenses à contrôler, un centre de service qui répond aux demandes de formation, ou vous êtes déjà à la dimension levier de performance, c'est-à-dire que vous êtes déjà considérés comme des vrais créateurs de valeur business. Alors, on va prendre quelques instants pour vous laisser répondre. Alors, je vois qu'on a... Alors, les résultats s'affichent. Normalement, on a 47% qui sont considérés comme un centre de service. 33% comme un levier de performance. Donc, tant mieux, c'est vraiment ce qu'il faut viser. Et vous avez bien de la chance d'être si bien entouré. Et seulement 21% comme un centre de coût. Comment, Sylvain et Colline, vous réagissez à ces chiffres? Est-ce que vous êtes étonnés? Est-ce que vous pensez que ça allait être une partie qui était plus prépondérante? Alors, pas étonnée, mais très curieuse de voir les 33%, je crois, sur le levier de performance. Et c'est comment vous avez réussi à devenir vos propres porte-parole et changer cette perception, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent un écart entre notre propre perception, comment on se voit, et réussir à la transmettre et à montrer qu'on est ce levier de performance, qu'on est créateur de valeur, pour arriver à cette perception de l'organisation sur notre service. Oui. N'hésitez pas à nous partager en commentaire, effectivement, pour qu'on ait des éléments qu'on puisse rebondir également. Ouais, donc, on voit bien l'évolution, en fait, hein, effectivement. Voilà. On était dans les centres de coût il y a encore un petit moment déjà, on est passé dans la notion de service, parce qu'il y a déjà une évolution, et on glisse vers le levier de performance, c'est bien. Exactement, c'est vraiment on sent qu'il y a eu au fur et à mesure des années une évolution. Et donc Sylvain, toi qui es là depuis 30 ans, tu as vu cette évolution du début à la fin. Voilà. Et après, bien entendu, on se perçoit souvent comme levier de performance. Et après, maintenant, c'est qu'est-ce qui est possible ou pas au sein de l'organisation. En tout cas, la question du jour, c'est vraiment celle qu'on va essayer de traiter pendant 1 heure, c'est comment faire passer votre équipe formation, votre équipe L&D à un vrai acteur stratégique de levier de transformation pour l'entreprise. Parce que c'est tout l'enjeu aujourd'hui dans un contexte où le monde se transforme continuellement et où le sujet de la compétence nécessite d'être accompagné au quotidien avec une évolution constante, bien sûr, des compétences et l'IA qui rebat énormément les cartes. Et d'ailleurs, 3 éléments forts qui nous ont convaincus aussi de faire ce webinaire aujourd'hui, c'est ces 3 dimensions que vous voyez s'afficher à l'écran. Sylvain, je te laisse en parler. Oui, c'est pas que tout le monde a constaté que le progrès technologique, notamment, est plutôt sur une tendance exponentielle que linéaire. Que donc il y a des phénomènes d'accélération constants et qu'a priori il n'y a pas de plateau, voilà, donc si on est sur une exponentielle, on le voit au travers d'éléments concrets. Par exemple, on voit bien que l'intelligence artificielle a une vitesse de propagation et une vitesse d'évolution qui est quand même supérieure, très nettement supérieure à celle du web, par exemple, quand il était arrivé il y a une trentaine d'années. Et donc face à ça, les organisations, elles voient, ça impacte tout. Elles voient leur métier se transformer, leur manière de gérer, même dans la relation entre les personnes, en fait, à tout point de vue, il y a ces évolutions qui apparaissent, qui sont extrêmement prégnantes. Pour rester finalement en phase avec ces marchés, avec les entreprises ont besoin d'évoluer. Et constituent les entreprises, c'est des gens, les collaborateurs, les collaboratrices, toutes les personnes qui y travaillent, et comment les accompagner finalement dans ce mouvement qui est de plus en plus rapide
et qui pose des problèmes méthodologiques, en fait. C'est-à-dire que la formation telle qu'on l'imaginait dans un monde à peu près stable, aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles méthodes, il faut aller plus vite, il faut peut-être être plus près du terrain, il faut peut-être impliquer plus les managers. Enfin, voilà, on reparlera un petit peu de tous ces sujets, mais on voit bien on ne peut pas juste ajuster ce qu'on faisait pour être capable de répondre à ce type d'évolution. Il y a vraiment besoin d'une véritable transformation des pratiques et même de la vision qu'on a, de la représentation de ce qu'est l'évolution des compétences dans les entreprises pour qu'elles puissent, voilà, à la fois au minimum survivre, mais surtout être performantes, proposer d'évoluer, à progresser, en fait, tout simplement, être capable de rendre de meilleurs services, de développer de meilleurs produits tous les jours, y compris d'ailleurs dans la fonction publique ou dans les services qui ne sont pas directement commerciaux, par exemple. Et alors, ce qu'on attend du learning justement aujourd'hui, il y a 4 points. Alors, on a mis 4 points phares. On aurait pu en mettre encore plus, mais il y en a 4. Sylvain, il y a le fait bien sûr d'accélérer la stratégie. Oui, tout à fait. Il y a besoin, finalement, enfin, si c'est une question de survie, si c'est un axe majeur de développement de l'entreprise, ça veut dire qu'on rentre dans la dimension stratégique. Et ça, c'est vrai dans le discours depuis plus de 20 ans. On parle d'organisation apprenante. Toutes les directions d'entreprise disent oui, c'est notre capital humain, voilà, les collaborateurs, les collaboratrices qui font la performance de l'entreprise. Donc ça, au niveau du discours, les choses sont installées depuis longtemps. Mais de pratique, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus lent. Voilà. Si on est dans la stratégie, ça veut dire que il faut qu'on soit positionné dans l'organisation. Quand on est responsable, leader du learning dans une entreprise, il faut qu'on soit bien positionné, il faut qu'on ait des leviers d'action. Il faut qu'on soit aussi associé à toutes les décisions, voilà, quand il y a des nouveaux produits, des évolutions d'entreprise, d'organisation, etc. Il faut qu'on soit là très tôt pour pouvoir en fait accompagner le mouvement. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis peut-être ça, il faut être très concret en fait. Deuxième point sur les problèmes opérationnels, c'est vraiment de dire oui, mais il ne faut pas juste que les gens acquièrent des connaissances, il faut qu'ils soient capables de les opérationnaliser, que ça donne des vrais résultats. Il faut pouvoir déterminer quelles sont les capacités critiques pour l'entreprise, peut-être délaisser certains éléments et se concentrer sur d'autres. Donc, il y a des notions de priorisation qui doivent être alignées sur la stratégie globale de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est... ça existait déjà, mais maintenant, c'est fondamental. Voilà, on peut pas le faire juste pour voir. Et ça doit être le cœur de l'activité de learning. Puis, évidemment, si on veut être sûr que ce que l'on fait aille dans le bon sens, si je puis dire, ou en tous les cas produise des résultats ou soit bien aligné sur la stratégie qu'on veut développer, être capable en fait d'évaluer, de mesurer l'impact de ce que l'on fait pour être simplement corriger le tir si on s'est trompé, parce qu'on ne peut pas être bon forcément du premier coup. Et puis finalement rentrer cette culture de l'évaluation dans le processus. On ne s'occupe pas de l'évaluation quand on a fait les choses, on l'intègre dès le démarrage, on l'intègre comme un élément central en fait de la stratégie learning en fait. Et ça c'est récent. Enfin voilà, c'est l'évaluation, on en parlait beaucoup, on en parlait, on faisait beaucoup. Maintenant il faut passer du discours à la pratique, si je puis dire. Et c'est vrai que cette dimension-là de mesure de l'impact, on entend beaucoup parler depuis quelques années. Chez Myconic, ça fait 7 ans qu'on a développé notre processus de mesure d'impact. Pour autant, c'était aujourd'hui peu demandé et c'était finalement peu mis en action en interne sur il y avait peu de directeurs financiers aussi qui demandaient ces éléments. Et c'est vrai qu'avec le contexte de la crise, on voit de plus en plus de choses, de plus en plus de directions qui demandent ces éléments-là. Et pour résoudre des problèmes opérationnels, je reviens sur ce que tu disais, il y a un des éléments, on en reparlera dans ce webinaire, c'est la dimension aussi, on a été longtemps dans les grands groupes dans une logique de catalogue, de pick and choose un petit peu, plus parfois même des personnes qui arrivaient et se disaient on va voir s'il y a de la lumière et ça m'intéresse, le sujet a l'air de m'intéresser, et moins centré sur qu'est-ce que concrètement je veux résoudre. Et ça a aussi été accéléré
par ce besoin d'efficacité on a moins de budget et donc très concrètement, il faut qu'on accélère pour réduire l'offre de formation et aller principalement sur celle qui transmet de la valeur. Le paradoxe du learning, c'est effectivement pendant longtemps, ça a été beaucoup de formation et peu d'impact mesuré. Alors parfois aussi parce que c'est difficile de mesurer l'impact, mais vous allez voir qu'on va en reparler parce que c'est une des dimensions clés aujourd'hui, c'est d'aller vers plus de mesures d'un impact, que ce soit en interne ou de challenger les partenaires formation de pouvoir la proposer aussi. Alors, pourquoi les équipes learning doivent se transformer aujourd'hui? Alors, Sylvain, tu as déjà donné des éléments, mais je voudrais bien que tu en redonnes quelques-uns. Effectivement, il y a sans doute des choses autour de la difficulté de s'aligner sur les enjeux. Voilà, donc on raisonne beaucoup en fait en formation sur des moyens finalement. Dans le petit sondage initial, est-ce que vous êtes centre de coût, est-ce que vous êtes centre de service, etc. Alors, on a déjà eu du mal à passer du coût au service. Maintenant, il faut aller encore plus loin, en fait, en disant est-ce que le service, d'une certaine manière, sert bien les intérêts finalement de l'organisation. Dans la formation, il y a une dimension individuelle, il y a une dimension collective. En fait, voilà, est-ce que ça produit de la valeur, est-ce que ça aide l'organisation à fonctionner au-delà des bénéfices, évidemment, que chacune des personnes formées en retire individuellement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, avec la digitalisation, moi j'ai connu le démarrage de la formation digitale, on s'est dit, trouver la solution, finalement, on va pouvoir déployer massivement du contenu de formation dans toute l'organisation, avec des plateformes, c'était quand même beaucoup de travail, mais finalement, c'était facile de diffuser parce que ce qui est difficile, c'est de faire venir des gens en formation, il n'y a plus le temps, c'était tout ce discours qu'on a. En fait, ce que l'on constate, c'est que la formation, c'est pas juste diffuser, c'est accompagner. En fait, c'est de dire comment je passe de un contenu de formation ou d'activités de formation qui sont diffusées, par exemple, sur une plateforme, du learning ou de la formation digitalisée, à quelque chose qui devienne de la compétence, c'est-à-dire qu'il soit mis en application réellement sur le terrain, dans les bonnes conditions et dans le bon sens, en fait, par rapport à ce qu'attendait l'organisation. Et ça, aujourd'hui, on bute dans ce déploiement parce qu'on produit énormément de choses, mais on déploie très mal parce que c'est très compliqué. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile de déployer que de concevoir, de produire. Et ça vient aussi manque d'accompagnement managérial. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que pour accompagner, ce n'est pas la responsabilité de la formation de déployer jusqu'au bout. Le dernier kilomètre, si je puis dire, il est fait localement, en fait, par les gens qui ont été formés, mais surtout, il doit être accompagné par leur manager. C'est-à-dire que c'est le manager qui doit faire en sorte que les conditions d'exercice de la compétence, elles soient là, en fait. C'est dans le travail qu'elles le sont. Donc son rôle, en fait, dans le dispositif, il est crucial. Et aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas bien faire dans les organisations souvent, c'est d'arriver finalement à avoir un parcours ou une expérience d'apprentissage jusqu'à la compétence complète, en fait. C'est-à-dire que ça s'arrête toujours un peu trop tôt. On fait à peu près le début, plutôt bien le milieu d'ailleurs, on y reviendra, mais on a du mal à finir. Et le problème, c'est que si on ne déploie pas, ou si c'est mal accompagné, en fait, on perd tout le bénéfice. Donc, c'est l'investissement, finalement, il devient finalement très, très peu efficace, en fait, très, très actif. Voilà. Et ça, évidemment, ça explique le fait qu'on a une faible culture de d'évaluation, parce que si on évalue des choses qu'on n'arrive pas à déployer, on va avoir des résultats qui sont mauvais, par définition, et donc finalement, on ne pousse pas forcément ça. Alors qu'en réalité, si on commence par l'évaluation, et qu'on se dit, mais comment faire de ça, et qu'on fait de l'ingénierie à partir de cet acte-là, on va pouvoir améliorer le système en tous les cas. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une logique en fait qui conduit à une forme d'inefficacité. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est mal, il ne faut pas forcer le trait, mais il y a des marges de progrès en tous les cas qui sont considérables si on modifie un peu notre approche. Oui, bien sûr. Et ça, on reviendra sur cette dimension effectivement de comment intégrer dès le démarrage la mesure de l'impact, dès le démarrage effectivement du projet. Une des éléments que je trouvais intéressant, et je te laisserai peut-être réagir, Colline aussi, mais c'est
c'est pourquoi les équipes learning ne le font pas déjà. Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait qu'on était dans une logique catalogue pendant des années voilà, on vient mettre au catalogue une certaine offre, et ensuite, c'est les demandes qui sont remontées lors des entretiens annuels, qui sont, on vient encore une fois dans un pick and choose, et donc une offre qui est standardisée, sans réelle adaptation forcément très précise de mon métier qui vient répondre à mes problématiques. Peu d'adaptative learning finalement. Une faible culture pédagogique, ça va dépendre, mais c'est vrai qu'on a quand même des populations LND qui ne sont pas toujours formées à l'ingénierie pédagogique et qui viennent voilà, de différents horizons, écoles de commerce, sociaux, psycho, voilà, etc. Et on n'a pas toujours, on s'est souvent formé sur le tas, on n'a pas forcément toujours été passé par tout ce qui est voilà, tout ce qui est vraiment construction, taxonomie de Bloom et construction très précise de l'ingénierie, avec peu de pratique, comme on est dans des postes de gestion de projet, finalement. Et effectivement, on en parlait, vous avez vu, on le rabâche parce que c'est forcément un élément clé, pas de pilotage de la valeur aujourd'hui, notamment, et ça, c'est aussi de la faute, on va dire, des organismes de formation, c'est que ce n'était que très peu intégré, très peu proposé. Et aujourd'hui, on sent ce switch effectué et on voit qu'on va de plus en plus vers ça, effectivement. Et c'est demandé à la fois par les directions learning et à la fois c'est les organismes de formation qui commencent à faire aussi un effort de travailler sur cette dimension-là. Est-ce que c'est ce que tu observes toi, sur le marché, Colline ? Oui, c'est ce que j'observe et c'est un peu le shift dont tu parles, c'est ce que nous, on commence à opérer et cette logique de catalogue, on en sort de plus en plus. La chance qu'on a chez nous, c'est qu'on a plutôt une bonne culture pédagogique puisqu'on a des personnes qui ont des expériences très différentes et on a des ingénieurs pédagogiques. Donc, voilà, ça, on a plutôt de la chance. Notre chance aussi, c'est d'être une organisation internationale et on voit aussi ce qui se passe dans d'autres pays et les approches différentes. Et ce qu'on observe, c'est qu'on garde cette culture voilà, du catalogue. Je reçois un besoin et tout de suite, OK, j'ai cette demande-là, je vais le relier au programme dont je dispose dans mon catalogue. Alors que on a d'autres approches dans d'autres pays et celles qu'on développe de plus en plus, c'est s'éloigner j'ai besoin de suivre une formation prise de parole en public à aller questionner les demandeurs, que ce soit le collaborateur, le manager ou que ce soit un besoin qui vienne pour servir la stratégie de l'entreprise, de dire très bien, on va surtout aller formuler qu'est-ce que l'on doit être capable de faire, qu'est-ce qui doit se passer. Et je reviens à ce que tu disais un peu plus tôt, c'est quel problème, quelle situation professionnelle on veut faire évoluer ou on veut initier de nouveaux comportements. Et à partir de là, c'est notre point de démarrage. Et donc, comme on a ce point de démarrage-là, on peut aller voir après, OK, quelles sont les compétences à développer, quel est le gap entre je veux être au point B et je suis au point A, et là, se dire, très bien, je regarde mon catalogue, mon offre de formation, est-ce que j'ai des choses qui vont correspondre à ce besoin, au niveau attendu. Et après, on tire le fil, mais comme on s'est posé la question du changement de la valeur, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, à la fin, forcément, c'est un peu plus facile de le mesurer. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quelques années, on n'était pas tout à fait outillés. Et les outils eux-mêmes, nos LMS évoluent aussi et nous permettent, avant on avait une logique catalogue avec des domaines. Aujourd'hui, on a des catalogues qui ont une logique par compétence, par métier, etc. Donc ça sert aussi ce changement de mindset, je dirais. Oui, complètement. Complètement. Et pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est ce visuel qu'on voulait vous montrer. On passe de cette logique de formation à une logique d'impact. Alors encore une fois, certaines entreprises le faisaient déjà, certaines équipes le faisaient déjà, mais on sent encore une fois c'est plutôt un besoin général du marché et quelque chose qui est en train de se matérialiser. Voilà, avant, avec plus de catalogues, on en parlait, formation catalogue générique, plutôt focus sur le volume de formation. On a beaucoup parlé de combien d'heures par apprenant on fait par an, etc.
parce que justement répondre à des enjeux de conformité et de certification, et on évaluait uniquement par la satisfaction des participants de bon, bah tiens, est-ce que tu as passé un bon moment, hein, en gros, si je caricature, est-ce que tu as passé un bon moment dans ta formation? Et là, voilà, l'idée, c'est de se dire comment je vais vers ce qui heureusement est déjà le cas, et en tout cas, je pense l'était sur certains types de projets dans les équipes learning, sur bon, bah, comment on peut aller vers des résultats tangibles sur tout, ou en tout cas une grande partie de nos projets de formation pour vraiment justifier la création de valeur, l'impact mesurable sur le business, et donc de pouvoir prioriser les initiatives parce que forcément, il y a aussi des réductions budgétaires qui font qu'on minimise le nombre qu'on réduit en tout cas le nombre de formations qu'on fait. Colline, je t'ai vu sourire sur le volume de formation. Oui. Alors, pour ceux qui font de la formation depuis un peu plus de 15 ans, on a commencé avec la 2483. Quand on vient mesurer effectivement ce volume-là, dans tous nos reportings, l'approche de la formation, elle est très nombre de stagiaires, nombre d'heures, montant dépensé. Et on se pose rarement la question de, oui, j'ai suivi, on a un nombre moyen d'heures par collaborateur, mais qu'est-ce que ce nombre d'heures a donné? Et c'est ce que Sylvain parlait du dernier kilomètre, mais c'est pas parce que j'ai passé 7 heures en formation que je suis capable d'eux. Et donc, c'est accompagner ça, c'est le rôle des équipes learning, de favoriser ce dernier kilomètre en étant facilitateur pour les managers, mais aussi les collaborateurs, la façon dont on va construire nos parcours. Ça ne s'arrête pas à le contenu, qu'il soit en ligne ou en salle, a été consommé. Et donc, on fait le lien avec ce que Sylvain disait, hein, c'est le déploiement. Le déploiement, il faut aussi le penser après la formation. Oui, tout à fait. Et alors d'ailleurs, on a... Oui, vas-y Sylvain, tu veux répondre? Non, enfin, oui, j'abonde hein, dans ce sens-là. Et puis, il y a eu le rôle aussi du financement, finalement, de la formation, hein, qui était basé sur le volume, la quantité. Et donc, finalement, il y avait une espèce de logique économique, finalement, derrière tout ça, une logique sociale, une logique économique, qui n'est pas mauvaise en soi, d'ailleurs, mais qui était prépondérante. C'est comme le catalogue, c'est pas mauvais en soi. La question, c'est de savoir si on n'a que ça, finalement, et qu'est-ce qu'on met en avant, en fait. Est-ce que aujourd'hui, quand on regarde le catalogue, il y a un catalogue et il y a qu'est-ce qui est écrit dans chaque page du catalogue. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'en fait, on explique ce qu'il y a dans la formation en termes de contenu. Alors qu'en réalité, ce que les gens ont besoin de savoir quand ils s'inscrivent dans une formation, c'est quelle expérience d'apprentissage ils vont avoir et qu'est-ce qu'ils seront en mesure, en fait, de faire réellement à la fin. Et alors, c'est expliqué un petit peu dans les catalogues, il y a toujours les objectifs, tout ça, mais quand on regarde sur la surface d'une page de catalogue, cet élément qui est essentiel, il est tout petit, en fait, il représente, je sais pas, 5%, 10% de la surface de la page, et tout le reste, en fait, est centré sur du contenu, alors que le contenu, c'est un arrière-plan, en fait, et que c'est l'activité qu'on va me proposer, c'est l'expérience qu'on va me donner, en fait, qui va être déterminante sur ma capacité à apprendre. Et avec quoi je repars de la formation et qu'est-ce que je sais faire à la fin de la formation, bien entendu. Et pour illustrer tout ça, Sylvain, tu as un graphique que tu aimes bien parce que tu l'as toi-même réalisé. C'est celui-ci qui permet aussi de voir comment on va réallouer ce temps justement au niveau de l'ingénierie. Je te laisse le présenter. Oui, en fait, moi je travaille beaucoup sur un peu tous les aspects, et notamment sur l'aspect ingénierie qui m'occupe pas mal de temps dans mon activité. Et je vois depuis longtemps que finalement tout le monde concentre ses investissements budgets sur la partie réalisation. Alors quand on est dans le digital, c'est encore plus fort, je pense. Mais c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps sur le contenu, sur la production des supports. Maintenant avec la digitalisation, on fait, je sais pas quoi, de la réalité virtuelle, des vidéos, enfin tout ce qu'on veut. Donc en fait, c'est nos bandes orange, là, notre histogramme orange, c'est-à-dire qu'on va concentrer beaucoup du budget finalement sur cette partie-là. Si on met en regard de cette courbe, la courbe de ce qui, des phases et du volume de la proportion de ces phases sur l'impact, sur l'efficacité de la formation au final, on se rend compte qu'on néglige, en fait, alors on surinvestit sur une partie, on néglige certaines parties. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur le déploiement, par exemple, le fameux dernier kilomètre qu'évoquait Colline, sur l'évaluation, on l'a largement évoqué.
En fait, il faut mettre des moyens sur l'évaluation, il faut mettre des moyens sur le déploiement, et on n'en met pas suffisamment. Et on a aussi une faiblesse de la prise initiale, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de… Les gens de formation sont un peu des bons élèves, finalement, j'avais envie de dire, parfois, qu'ils essaient de répondre à la demande qu'on leur formule, même quand elle est mal formulée. En fait, et finalement, on ne challenge pas assez dans les phases amont, c'est pour ça que sur l'analyse, il y a un écart aussi. On ne challenge pas assez finalement la demande et on ne fait pas assez d'efforts, comme le disait Colline tout à l'heure, pour essayer de comprendre la demande, de faire une analyse, de concevoir, enfin de proposer un dispositif, la conception générale qui soit vraiment adaptée. Et après, on mettra les moyens en fait, pour y arriver. Mais si on fait ça, et si on intègre comment on va évaluer et comment on va le déployer dans cette analyse-là, là, on progresse. En fait, on a une marge de progrès qui est vraiment importante. Voilà, c'est juste ce que voulait dire ce petit graphique. Excuse de mon expérience, hein, ce n'est pas scientifique, hein, je n'ai pas de chiffres à vous donner régulièrement. Je fais le test régulièrement avec des entreprises pour qu'elles me donnent leurs chiffres et on tombe quand même en général sur cette forme-là. En fait, hein, on est vraiment pas loin, peut-être vous vous reconnaîtrez dedans, mais en général, j'ai rarement de grosses contestations sur la forme du schéma. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Sylvain, alors sur deux choses. La première, c'est revenir sur la remarque de Jérôme et de Valérie autour de la place centrale du manager. Et je ne peux que abonder dans ce sens-là. Ce qu'on observe, c'est que cette place du manager, il faut que nous, on la facilite. Avec à plusieurs niveaux, déjà dans nos programmes pour les managers, dans nos modèles de management et les formations qui viennent les accompagner, c'est les développer. En ce sens-là, les développer pour qu'ils aient cette capacité à avoir ces conversations, à faire le lien entre les formations que les collaborateurs vont suivre et le plan de développement qu'ils ont pour leur équipe et qu'ils ont aussi pour plus individuellement. Et c'est là où notre façon de penser le déploiement, et ça rejoint ton schéma, Sylvain, c'est comment on intègre au mieux le manager dans toute cette learning journée, dans toute cette expérience de l'apprentissage, mais dès le début. Dès la partie définition du besoin, c'est une conversation qu'ils doivent avoir. Ils doivent fixer aussi les attentes. Je vais en formation, mais pourquoi ça va être un succès pour moi, Colline? Parce qu'à la fin, il va s'être passé ça, je vais être capable de faire ça et de pouvoir en discuter avec mon manager qui me crée les opportunités pour mettre en pratique ce que je vais avoir appris en formation et que lui aussi soit acteur de cette évaluation post-formation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos LMS nous permettent de plus en plus de faire ça, d'avoir un peu toutes ces étapes d'évaluation. Mais où nous, dans le cadre de certains programmes, on vient aussi les outiller pour qu'ils puissent mener post-formation, continuer ces échanges-là. Et le deuxième point, c'est que, alors je n'ai pas les chiffres non plus, mais je suis très alignée avec ce schéma, et notamment parce qu'il rejoint ce qu'on est en train de mettre en place pour nos équipes, où au lieu de passer, j'analyse le besoin en pensant, OK, quelles sont les compétences, je vais construire mon expérience, puis après je vais la mesurer. C'est pas 1, 2, 3 dans notre capability model, c'est en fait, c'est un cercle qui se nourrit. Et en changeant nos modes de fonctionnement, en changeant nos processus au sein de notre organisation, en fait, on part d'abord de l'impact. On vient d'abord poser cette question-là. Quelle est la situation professionnelle? Qu'est-ce qui doit se passer? On saura que c'est réussi s'il se passe quoi. Et comme on sait ça, on repart à la partie besoin, et je vais construire mon expérience et je vais le déployer aussi avec cette intention-là, et ça va changer ma modalité de déploiement. Complètement. Je reviens sur ce que tu disais sur la dimension managériale. Voilà, sachez que nous, typiquement, c'est un des guides maintenant qu'on donne dans nos formations. C'est un guide pour les entreprises qui le demandent, bien entendu, un guide d'accompagnement du manager de la personne formée. Voilà, avec une trame de cours, parce qu'on sait que l'idée, c'est peut-être de passer 2 heures sur ce qui s'est passé dans cette formation. Mais voilà, pour avoir une trame et surtout de pouvoir mettre une impulsion, pouvoir permettre au LND
de dire, en fait, il y a un vrai rôle, tu as un vrai rôle en tant que manager dans l'accompagnement de ton collaborateur qui suit une formation. Et donc, il faut aussi que tu sois là, pas en mode pression, mais aussi de pouvoir l'accompagner et pouvoir aussi montrer que le manager s'intéresse à la formation de son collaborateur. C'est absolument essentiel. Petit temps de respiration avant d'avancer sur comment on fait tout ça. Prenez rendez-vous avec nous sur discuter sur vos enjeux learning, sur vos enjeux IA qui sont bien sûr en filigrane de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis continuez bien sûr à nous poser des questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce guide, Simon, bien entendu? Alors, comme ça, je prends 2 minutes pour répondre à cette question avant d'avancer. En fait, c'est un guide très court, donc de 2 pages, sur lequel on va revenir sur... c'est un guide de questionnement qui va permettre au manager, donc on le donne dans les mains du manager de la personne formée, et qui va permettre de lui poser des questions et de prendre... L'objectif, c'est que ça tienne entre 15 et 30 minutes sur un point individuel qu'il a eu avec son collaborateur dans la semaine. C'est de faire un suivi. Donc, en fait, dans ce guide, on va à la fois expliquer la big picture de pourquoi c'est important de s'impliquer en tant que manager dans la formation de ses collaborateurs, avec une dimension avant, pendant, après, en fonction de la durée de la formation, parce que forcément, on va ajuster si on est sur une formation qui dure 2 mois et une formation qui est une journée seulement. L'objectif, c'est aussi d'engager le manager à adapter le temps qu'il alloue au suivi selon l'intensité, on va dire, de la formation et les besoins opérationnels. Mais c'est de le reconnecter, en fait, avec des questions, reconnecter le manager et le formé, la personne formée, justement à verbaliser ces enjeux, quel est l'impact de cette formation, comment ça change concrètement quelque chose dans son quotidien, parce qu'une formation, on y va pour se transformer, et si on ne se transforme pas et s'il n'y a pas de changement suite à une formation, il n'y a pas d'impact. Et quelque part, la formation est perdue. J'ai vu la question, je vous laisse avancer un tout petit peu et on reviendra dessus. Comment la fonction learning doit se transformer. On vous pose cette question, on vous laisse y répondre si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à date pour se transformer. Et puis bien sûr, on va vous donner les éléments de réponse, même si on a commencé déjà à en diffuser quelques-uns. Et alors Sylvain, je sais que dans la continuité de ce que tu présentais avec ce schéma, je te laisse présenter le fait de comment on passe d'une logique de production à une logique de création de valeur. Et alors, finalement, il y a un processus pour y arriver. Donc, la première chose, c'est effectivement peut-être de sortir de l'expertise et du contenu et de s'intéresser justement à l'impact. Donc, d'aller chercher des éléments, ça répond d'ailleurs en partie à la remarque, je pense, ou à la question de Émilie dans le chat, c'est de dire comment je passe d'un cahier des charges qui dit bon voilà, il faudrait que les gens sachent faire ceci ou sachent faire cela, à comment mesurer que pour l'organisation, en fait, le fait de faire ça va avoir un impact positif. Je peux former tout le monde, par exemple, à utiliser un chatbot d'IA, mais à quoi ça sert en fait? Et finalement, qu'est-ce que j'essaie de viser? Est-ce que, par exemple, si je forme des commerciaux à l'usage de l'IA, d'un outil d'IA, je vise quoi? Je vise une augmentation de satisfaction client, une augmentation de la qualité des propositions que je leur fais, une augmentation du taux de réussite d'offre. Enfin, voilà, il faut que j'aille chercher en fait des choses un peu plus loin et de partir de ces éléments-là en disant mais finalement comment je vais aligner en fait ma formation pour qu'elle soit capable de viser en fait cet objectif, cette intention qui n'est pas un objectif pédagogique, qui est un objectif qui est supérieur. Comment je peux en rediscuter aussi avec mon auditeur qui lui va souvent me proposer. En fait, il va m'interroger sur des moyens à mettre en œuvre, alors qu'en fait, il faut rediscuter avec lui de l'objectif, de ce qu'on vise et même d'aller le challenger là-dessus. On peut y aller carrément. Et donc, une fois qu'on a fait, pour faire cela, en fait, il faut une méthode, et il faut des outils.
pour engager le dialogue avec un commanditaire, pour le réinterroger, pour le challenger sur sa demande, il faut être capable de le questionner, il faut être capable de discuter avec lui de façon structurée, de l'amener aussi à modifier sa vision en lui proposant des vraiment outils concrets de support à la discussion, au débat, pour être capable de formaliser ensuite un nouveau cahier des charges, finalement, d'une certaine manière, au débat de besoin, qui soit beaucoup plus clair pour l'ensemble des parties, qui va permettre de travailler en étant bien aligné cette fois-ci, en fait. Bon, moi, je privilégie en général quand même plutôt des approches avec des outils, mais des approches surtout collaboratives qui peuvent être largement augmentées par l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a cette chance-là. Mais il faut toujours qu'on soit dans le dialogue. Donc, il faut à la fois du low-tech et du high-tech. Je pense que le mélange des deux et le fait de travailler en collectif, en fait, reste un élément important, un facteur de réussite vraiment important. Et puis évidemment, on l'a déjà dit, après, il nous faut, dans cette discussion, identifier des KPI, des indicateurs qui permettront vraiment de mesurer si on y arrive ou pas, de pouvoir modifier les choses, le cas échéant. Et c'est vraiment cette vision-là. Je vais donner peut-être juste un dernier petit point, un dernier exemple pour peut-être concret. Il y a beaucoup de formations réglementaires, par exemple, dans les entreprises, plus parce que il y a des normes de plus en plus importantes. Tout le monde le voit, le constate. Et souvent, les demandes, par exemple, sur les formations réglementaires, sont vraiment de viser la conformité. Alors, viser la conformité, c'est évidemment un minimum, puisque c'est l'objet de la formation. Mais est-ce que derrière une formation réglementaire, il n'y a pas un objectif business, finalement, supérieur qu'on pourrait intégrer dans cette formation? Finalement, si on déplace les gens ou si on leur demande de faire un effort, c'est pas juste pour être conforme, c'est de se dire, tiens, finalement, si je vis, on a fait travailler les gens sur la, il n'y a pas longtemps, Simon, sur l'obligation de former les agents immobiliers, par exemple, sur la non-discrimination. Est-ce que ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'incident, ou est-ce que ce qui est important, c'est d'améliorer le dialogue avec les propriétaires et les clients dans une relation commerciale de partenariat plus fort pour augmenter finalement améliorer l'image, le dialogue et la relation commerciale avec nos propres clients, en s'appuyant sur le fait qu'on ne discrimine pas, en fait, parce qu'on maîtrise ces éléments-là. On a la même chose sur tous ces enjeux-là, c'est de se dire, est-ce qu'on est juste conforme ou est-ce qu'on va plus loin? Oui, toutes les formations, en fait, on a intérêt à prendre ce recul-là pour se dire, mais comment je peux intégrer en fait un objectif d'amélioration, de progrès pour l'organisation à partir en fait de mon sujet qui lui pourrait être peut-être un petit peu étriqué. Enfin, en tous les cas, on peut se compter du minimum, mais ça ne motive pas les gens. Et puis ça en fait, on arrête au milieu du gué. On pourrait rendre cet investissement beaucoup plus efficient. Voilà. C'est cette idée-là, en fait. Et donc, on voit que c'est une histoire de mindset, en fait. Il faut modifier, en fait, l'état d'esprit des gens des services pour qu'ils s'engagent là-dedans. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Et d'ailleurs, Colline, je sais que vous travaillez, et toi personnellement aussi, sur ce que tu as appelé le capability model chez Dassault Systèmes. Mais voilà, un modèle opérationnel pour la fonction learning. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, nous, pour opérer cette transformation, on a pris plusieurs axes parce que notre objectif, il est le même que tous, c'est de positionner la formation comme un partenaire stratégique du business. Et autour de ça, on a pris 3 axes. La première, c'est faire évoluer notre organisation. Donc, on a des nouveaux rôles que l'on a créés. Et je reviens sur ce qui était dit autour des indicateurs. On a des personnes dont le rôle est justement de faire cet alignement avec le business au niveau des différentes organisations, mais aussi au niveau des différents pays. Et donc, on a ces personnes-là qui sont liées au business et des personnes qui sont aussi là uniquement pour cette partie de déploiement et venir identifier nos KPI, les mesurer. On retravaille dans ce modèle opérationnel nos process, nos façons de travailler, mais aussi notre gouvernance pour venir s'assurer qu'on est au plus près des besoins du business en termes de priorisation également. Et on a cette transformation, la transformation de notre mindset qui passe aussi par ce capability model qui aide à aller sur notre fonction L&D, identifier toutes nos missions, rattacher ça à nos compétences qu'on vient rattacher à des capabilities. La compétence, elle va être individuelle, alors que notre capability, c'est vraiment le reflet
de la capacité collective à aller mobiliser tous ces savoir-faire. Et donc, on a identifié plusieurs axes. Notre capability diagnostic, c'est la partie je suis capable d'aller analyser les gaps de compétences, de les aligner avec le besoin du business, etc. La partie learning experience et la partie learning impact. Et c'est là où, en fait, ce modèle-là, aujourd'hui, on vient développer nos L&D et on utilise ça pour transformer le mindset puisqu'ils partent de l'impact. Ils partent de l'impact et c'est ça qui vient complètement transformer leur façon de faire et d'interagir avec le business quand on est dans la partie analyse du besoin. On est déjà, dès le départ, à poser la question, quel doit être le résultat et comment on va savoir qu'on a atteint ce résultat. Donc, nous, on a tous nos indicateurs learning, mais on vient travailler avec eux les indicateurs qui, pour eux, vont faire sens pour aller mesurer la valeur qu'on est venu créer. Et en ayant fait ça, on va concevoir nos contenus différemment et on va surtout aussi les déployer différemment. On va identifier des stratégies de déploiement en fonction de notre audience, en fonction de la thématique et aussi de l'impact, qu'est-ce que l'on veut aller générer. Et c'est là où on intègre aussi ce que l'on disait tout à l'heure, donner sa place centrale au manager et le rendre acteur de toute cette learning journée également. Bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, ça fait lien avec une question, une question que d'Émilie tout à l'heure. C'est il y a l'impact au niveau du collaborateur où on peut intégrer justement l'évaluation du manager par exemple, mais il y a aussi l'impact global industriel au niveau de l'établissement, du pays, de la région. Pour reprendre les termes d'Émilie sur donc la question, c'était quels sont les résultats mesurables et quels KPI sélectionner. Et ça, en fait, c'est effectivement des choses à intégrer dès le démarrage. Et alors nous, par exemple, on a développé une méthodologie qui est transverse, sur laquelle on a réussi pour notamment calculer les retours d'investissement sur les formations d'un point de vue transverse, mais on a bien entendu, selon la typologie de projet, des éléments spécifiques à intégrer. Et on parlait de formation commerciale, par exemple. Forcément, les formations commerciales, on va essayer d'aller intégrer un KPI de est-ce que le chiffre d'affaires a évolué ou pas, ou en tout cas, est-ce que le panier moyen a évolué ou pas. Ça va être, par exemple, typiquement quelque chose à aller prendre. Sur des formations IA, ça va être est-ce que j'ai généré du temps? Si oui, qu'est-ce que j'en ai fait de ce temps? Comment il a été réalloué, etc. Sur des formations managériales, ça peut être qu'est-ce que ça a créé au niveau de mon équipe, la proximité avec l'équipe, est-ce qu'il y a eu est-ce que ça s'est rapproché ou pas, avec toujours une logique il y a une auto-évaluation qui est possible sur de l'auto-analyse finalement de ce qui s'est passé pour moi. Et puis aussi, bien entendu, par exemple, je pense notamment sur les formations managériales, la possibilité de mettre en place des évaluations 360 avec du calcul de NPS, pour savoir avant et après la formation, est-ce qu'il y a eu un impact. Pour autant, bien entendu, sur ce type de parcours, ce n'est pas en une journée qu'on va voir un impact démesuré. Donc, il faut bien entendu réussir à mettre les bons KPI en fonction de l'ambition qu'on a mis sur le parcours. Alors, si je peux juste partager rapidement, Simon, aujourd'hui, notre enjeu, c'est aussi de transformer le mindset, l'état d'esprit des L&D. Et on a pris le parti de ne pas leur livrer toute une liste de KPI dans laquelle ils peuvent venir piocher, mais de la co-construire. Et donc, ça fait partie de ce que l'on déploie pour les équipes autour de notre souhait d'apprendre individuellement, collectivement, de partager les uns avec les autres et de pouvoir après déployer à l'échelle. Et donc, on débute ce mois-ci des échanges justement autour de comment on vient mesurer, quels sont les chiffres clés qu'on va pouvoir mettre en place, comment on sait qu'on crée de la valeur. Et on va avoir un atelier le mois prochain justement autour de tous ces KPI qu'on va pouvoir après aller piocher en fonction de l'impact business que l'on veut montrer. On est ce référentiel. Et donc, on le co-construit et c'est ce qui nourrit cette transformation des états d'esprit. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est vraiment une des dimensions, c'est d'intégrer la relation avec les partenaires formation dans cette co-construction.
dans toutes les formations pour réussir à l'aligner le mieux sur les enjeux business. Et ce que j'entends par partenaire de formation, c'est bien entendu l'interne, les commanditaires, mais aussi l'externe avec les organismes de formation. Pour s'aligner sur plus de compréhension business, co-construire la valeur et de s'engager collectivement, mutuellement sur l'impact. Avec cette phrase qu'on vous partageait tout à l'heure, la formation n'a de valeur que si elle change le travail. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Je vous propose d'avancer un petit peu dans ce qu'on voulait aussi vous partager. Et puis, on se permettra peut-être de déborder de 5 minutes pour ceux qui le souhaitent. Un des éléments qui nous paraissait important d'évoquer, c'était comment faire évoluer, tu en as beaucoup parlé, Colline, mais comment faire évoluer le mindset et donc la posture aussi du L&D, avec un point, par exemple, qui est le challenge du commanditaire interne. Alors, on vous a mis quelques questions, bien sûr, qui sont non exhaustives, mais de se dire, effectivement, quand on a une demande de formation, la première étape, finalement, c'est d'aller questionner, d'aller creuser le besoin au-delà de « Ah bah oui, je sais que, comme tu l'as dit, je dois faire une formation prise de parole ». Est-ce que c'est réellement ça la demande ? Et d'ailleurs, je vous le partage, on l'a eu nous récemment sur une demande où j'ai eu cette demande de prise de parole et en fait, effectivement, c'était plutôt des compétences commerciales à venir travailler. Et voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a régulièrement, nous, en tant qu'organisme de formation. Il faut pouvoir aller challenger le besoin en interne. Sylvain, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Oui, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parfois même, ça conduit à se rendre compte que c'est un problème de compétences et donc il n'y a pas de réponse formation. Ça peut arriver, en tous les cas, que partiel, parce que la formation a parfois un peu le dos large aussi, comme on dit, et en fait, quand j'ai un problème, il faut que je forme les gens pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais le problème vient peut-être pas la formation résout les problèmes qui sont liés à la compétence, c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, hein. Donc, il y a aussi ce contour à faire ça. Et peut-être la deuxième chose qui est importante, il me semble, moi, c'est que ce questionnement, il ne faut pas avoir une posture uniquement de consultant ou d'enquêteur, enfin, ou d'auditeur. C'est aussi, et c'est évoqué par Colline tout à l'heure, c'est quand même de co-construire. En fait. C'est-à-dire que si on est partenaire, ça veut dire qu'on construit ensemble, on se met d'accord ensemble sur les objectifs, sur les problèmes à résoudre, etc. Et on en discute avec le commanditaire, voilà, avec le commanditaire ou avec les partenaires, en fait, hein, parce que même si on sous-traite, par exemple, comme la formation auprès d'un organisme de formation ou d'un prestataire, etc., c'est pareil. On a intérêt, en fait, à ce que ce soit co-construit, de façon à ce qu'on s'engage, en fait, collectivement sur le résultat. On sait qui doit faire quoi, quelles sont les sociétés des uns et des autres, mais on est bien d'accord sur la demande, en fait, et on l'a bien travaillé ensemble. En fait, ça c'est fondamental. C'est le seul moyen d'y arriver, en fait. Hein. En réalité, aujourd'hui, c'est pas assez fait parce que c'est acheté. La formation est achetée finalement un peu comme une espèce de service, avec en plus tout un tas de représentations que ont sur la manière dont ça doit être fait, qui est souvent un peu orthogonale avec la vraie solution. Voilà. Donc, et avec, je pense, vraiment la question clé qui est celle du comportement. Qu'est-ce qui doit changer ? Quel est l'avant-après qu'on attend de cette formation ? Et ça, de le faire verbaliser par un commanditaire, c'est essentiel. Et ça permet d'ailleurs ensuite de le partager aux organismes de formation et d'aller aussi vers le challenge des organismes de formation. Ça, je vais vous le dire, même nous, à titre personnel, on s'est rendu compte qu'il y a eu un switch là, sur ces 2-3 dernières années. Il y a vraiment eu un déplacement, de plus en plus de clients qui nous challengent, notamment sur les ingénieries, qui veulent aller voir l'ingénierie, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas toujours le cas. Et pareil sur la mesure d'impact. On sent en tout cas que le marché demande ça de plus en plus. Et en fait, c'est votre rôle aussi en tant que L&D d'aller challenger les organismes de formation et pas juste de dire, on a acheté un programme et en fait, on a rencontré le formateur, on a parlé un quart d'heure, ça a bien se passer. C'est d'aller un petit peu plus dans le concret sur, OK, mais est-ce que finalement, dans le déroulé pédagogique, est-ce que ça répond bien à mes enjeux ? Est-ce que mes enjeux étaient suffisamment bien compris au préalable pour pouvoir les intégrer comme réponse business dans le déroulé ? Voilà, c'est tous ces enjeux qui bien sûr, sont essentiels d'intégrer. On vous a fait un petit cadeau, une petite
liste de questions pour évaluer la qualité d'une formation, mais ça reprend un peu des éléments qu'on a redonnés tout à l'heure. Et peut-être quelques red flags à surveiller dans les formations. Alors, la dimension trop théorique et pas assez pratique, ça, c'est amusant parce que ça fait, je pense que Colline et Sylvain, vous êtes bien d'accord, ça fait, je pense, alors moi, j'étais pas là il y a 30 ans, Sylvain, mais j'imagine que ça fait 30 ans qu'on dit, oui, on est sur de la pédagogie actionnelle, etc. Et au final, c'est pas parce qu'un organisme le décrète que la formation est sur une pédagogie 100% actionnelle. Et qu'est-ce que veut dire, quel est ce mot derrière là? Et ça, encore une fois, c'est là où c'est intéressant d'aller voir sur quel type de pratique, quel type de mise en situation, est-ce qu'elles sont contextualisées à nos enjeux, est-ce qu'elles parlent vraiment à mes apprenants ou elles parlent à d'autres types d'apprenants? Ça, c'est, je pense, un des points clés qu'il faut vraiment aller chercher. Et typiquement, moi, je prône par ma paroisse sur les formations managériales. Les managers, ils ne veulent pas du concept managérial, ils veulent une réponse à une problématique. Et donc, par exemple, si on aborde un concept, donc une théorie managériale, il faut qu'elle ne soit faite, donc un outil, il faut qu'elle soit amenée qu'en réponse à une situation donnée. J'ai une problématique de feedback, j'ai une problématique de communication difficile, j'ai une problématique de poser le cadre managérial. Comment je fixe, quel est mon outil, sur quoi je m'appuie pour ensuite, et comment je m'entraîne sur cet outil-là. C'est clair. Et ensuite, il y a la notion d'ancrage, et je vous laisse réagir juste après. Est-ce que les parcours sont ancrés dans le temps? Est-ce que c'est juste un one-shot ou est-ce qu'on a du lien derrière d'autres exercices qui arrivent dans la durée? Est-ce qu'on a du retour d'expérience? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment mesurer, encore une fois, tous ces éléments-là, mais donc avec un ancrage qui sera beaucoup plus fort? Dans les ateliers de conception, j'interdis la phrase « il faut leur parler de ça », parce que ça, c'est une phrase qu'on entend tout le temps. En fait, on n'a rien à dire aux gens. On fait de la formation, on n'est pas là pour leur parler de quoi que ce soit. En fait, on est là pour qu'ils développent des compétences. Et c'est eux qui les développent. Nous faisons en tant que professionnels de la formation. Nous, on est là pour faire en sorte que ça se passe et on doit créer les conditions pour que ça se passe. Les conditions impose qu'ils agissent. En fait, c'est toujours l'apprenant qui apprend. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, comment on améliore ça? Et on parlait d'outillage tout à l'heure. Tu parlais de Learning Journey, Colline. On utilise beaucoup, par exemple, des journey maps, en fait. Donc, en disant, c'est quoi l'expérience client? Qu'est-ce qui va se passer je me mets du point de vue de l'apprenant, et on fait aussi de la journey map des managers, par exemple, des apprenants, en fait, de façon à dire, voilà, comment va se passer finalement l'expérience entre le moment, en fait, où ils vont finalement avoir besoin, ou être confrontés, le moment où ils vont être capables de déployer la compétence, quelles sont les différentes étapes et quel est le rôle de chacun dedans. Et ça, c'est vraiment, si on fait travailler les gens dans ce sens-là, on améliore de fait l'efficacité de ce qu'on produit. Sans avoir rien à faire d'autre. C'est pour ça que c'est vraiment, et ça intègre les éléments. Complètement. Ce qu'on voulait vous partager, c'était et on va vous laisser bien sûr réagir et poser vos questions. Je vois Valérie qui doit nous laisser. Oui, il y aura un replay, bien entendu, qui vous sera communiqué. Il y a cette offre qu'on a co-construit avec Sylvain, qu'on voulait vous présenter, autour des enjeux, justement, dont on a parlé aujourd'hui, autour de la transformation des équipes L&D. Il y a aligné la formation sur les enjeux business, donc c'est un petit peu ce qu'on vient de se partager aujourd'hui et sur lesquels on vient travailler. Enfin, de Sylvain, je te laisse en parler, mais on vient vraiment travailler autour d'un parcours, justement, de déploiement d'une formation. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment dire comment il faut s'y prendre dans les phases amont pour s'assurer que ce qu'on va produire, en fait, au final, soit bien aligné, enfin, soit bien créateur de valeur pour l'organisation. Donc, et respecte évidemment les besoins des participantes. Ça va de soi, mais voilà. Donc, en utilisant des outils qui ne sont pas des outils forcément utilisés en formation, et qui sont utilisés quand on développe des services, des produits, etc. Il y a plein d'outils qui permettent de vraiment développer une méthode pour être efficace de ce point de vue-là. Oui.
Il y a une deuxième offre qui est vraiment sur le fait de renforcer sa posture L&D au service de la performance avec un enjeu un petit peu de posture et de mindset, comme disait Colline, tant sur challenger son commanditaire que challenger l'organisme de formation. Et donc là, d'aller vraiment sur quelle est ma posture, comment, on va forcément parler d'assertivité dans cette formation, mais pas que, et comment je peux vraiment transformer aussi, avoir de l'influence en interne sur mes enjeux. Et puis une dernière offre sur l'ingénierie pédagogique. Encore une fois, là, c'est de partir de ce constat de tous les organismes, de tous les learning managers et tous les chargés de formation n'ont pas toujours été formés à l'ingénierie pédagogique. Et c'est essentiel de revenir pour savoir en un coup d'œil très rapidement si un déroulé est cohérent ou pas et s'il répond à mes enjeux. Donc c'est une formation courte, condensée, sur laquelle on revient en 7 heures sur cette logique et sur ces besoins-là. Voilà, et on va vous laisser, avant de nous laisser vous poser vos questions, avec un QR code avec une offre. Justement, il y a un inter-entreprise qui est animé par Sylvain le 11 juin sur cette première brique de formation et sur lequel vous aurez 20% si vous le prenez aujourd'hui, en tout cas, si vous le prenez avec, pour ceux qui ont suivi ce webinaire. Voilà, c'est notre petit cadeau avant de vous laisser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Le replay, effectivement, il sera bien disponible comme je l'ai vu. On vous transmettra aussi le support pour ceux qui le souhaitent. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour Sylvain ou bien sûr pour Colline, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui? Ça a été super clair. En tout cas, merci pour vos commentaires. Voilà, je vois François, Sandrine, Sophie, merci, Laurent, Jérôme. Et bien, super, dans ces cas-là, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée avec 2 minutes de retard, mais vous voyez, on arrive quand même à tenir dans le timing. Sylvain, un grand merci pour tous les éléments que tu nous as apportés dans ce webinaire. Et Colline aussi, un grand merci pour ce témoignage de ce que vous vivez en interne chez Dassault Systèmes, avec des choses qui sont déjà traitées, d'autres qui sont encore à venir, et plein de beaux projets aussi de transformation au sein du groupe. Merci à vous pour l'invitation, avec plaisir. C'est un plaisir, oui. Eh bien, écoutez, une excellente journée. On se voit sur le prochain webinaire qui sera sur Claude et Claude Code, Claude Cowork, et vous le retrouvez d'ici quelques semaines.